Alors, Monsieur Joël Cuny, vous êtes directeur de l'STP Paris. Et Monsieur Stéphane Sajou, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment Île-de-France Est et dirigeant de l'entreprise GCA. Bien, merci d'être avec nous. Monsieur Cuny, la transition numérique est au cœur de la stratégie de l'ESTP. Pourriez-vous dire que la filière est prête à prendre le virage de cette transition ? Alors, je ne dirais pas la filière, mais je dirais que les jeunes sont prêts déjà pour commencer le débat. Je voudrais rappeler un peu de l'historique, regarder en arrière et partant d'une expérience personnelle, j'ai vu naître le BIM, j'ai entendu parler de BIM en 2004. Vous voyez, ça fait 18 ans que j'ai vu apparaître le terme de BIM, même s'il est bien antérieur à cette date-là. Donc 18 ans, et aujourd'hui on voit que l'adoption encore du BIM dans toutes les entreprises, en particulier dans les TPE, PME, n'est pas encore complètement intégrée. Alors, si je refais un peu cette histoire, en 2004, on parlait de logiciels et on parlait d'outils. Donc la première question qui s'est posée à l'époque, c'était de dire, voilà, j'ai besoin de former, j'ai besoin de, sans citer de logiciels éditeurs, là, ici, j'ai besoin qu'on me forme à des logiciels, et c'était en gros la première question qui s'était posée à l'époque. Et puis, voilà, même nous, dans la formation, on se posait la question à quel logiciel il faut former pour faire du BIM. Donc, voilà. Si on reprend cette histoire et si on regarde maintenant cette histoire 18 ans après, on voit bien qu'on a quand même beaucoup progressé, et on s'est posé la question des compétences, qui était quand même, bon voilà, à l'époque on aurait pu se poser cette question-là en se disant finalement, est-ce que cette transition numérique, ce sont des nouvelles compétences ? Est-ce que c'est une transformation des compétences actuelles en les enrichissant, c'est-à-dire, voilà, je sais concevoir un projet de bâtiment en utilisant les outils du BIM et les outils numériques. Donc moi, je crois beaucoup plus à cette version-là, en se disant, il y a peut-être des compétences spécifiques, mais il y a beaucoup d'éléments qui viennent enrichir les compétences et qui viennent enrichir les démarches. En ce sens-là, c'est vrai que le travail qui a été fait, c'est de dire quelles sont ces compétences. Et si je reviens au sujet du logiciel, la première partie, former les logiciels, on a travaillé sur peut-être 3 niveaux en lien avec purement le BIM. C'est le niveau du modélisateur BIM, et deuxième niveau, c'est le niveau du coordinateur BIM qui est capable sur un projet ou au sein d'une entreprise, de pouvoir travailler et faire que voilà, la collaboration entre les différents intervenants à travers des conventions, ainsi de suite, et des chartes, et puis des modèles uniques et des modèles de fonctionnement puissent fonctionner. Et puis ensuite, le niveau supérieur, c'est le sujet du management, du management de projet BIM, où là, on intègre tout le projet du management. Donc après, ces 3 niveaux, bien sûr, on va les décliner en termes de compétences. Je regarde les jeunes qui sont ici. J'imagine dans toutes vos formations que vous avez aujourd'hui des formations de BIM et qu'on a intégré dans vos formations du BIM. Alors pourquoi on a mis autant de temps ? Pourquoi on a mis 18 ans ? Tout d'abord parce que nous, écoles, et je m'inclus dedans, ESTP, mais on va inclure les CFA, on va inclure l'éducation nationale, on va inclure les Greta, on va inclure tout le monde. On a mis énormément de temps à intégrer ça, puisque nous sommes aussi des structures à l'image des entreprises. Donc on a mis presque 10 ans en fait, à correctement intégrer dans tous nos référentiels et dans toutes nos formations et dans tous nos syllabus ces outils numériques du BIM. Bon. Alors pourquoi on a mis autant de temps ? Et puis c'est là où on va retrouver tout le sens du campus des métiers. Pourquoi on a mis autant de temps ? C'est parce que derrière, le principe même de la collaboration BIM, c'est de collaborer ensemble. Voilà, donc. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui, si je résume ça au BIM ? On voit bien que sur la partie études, sur la partie amont, sur la partie tout fonctionne plutôt bien. Voilà, on voit que ça commence à être adopté. Sur la partie exploitation maintenance, on commence à voir aujourd'hui des projets. Je l'illustrerai peut-être sur un bâtiment qu'on a à Dijon et qu'on vient d'inaugurer à Dijon pour le STP. On voit que c'est plutôt bien adopté, puis la partie management de projet est plutôt bien intégrée dans ces parties-là. Ce qui manque encore, c'est la partie exécution, c'est-à-dire c'est la partie réalisation et la partie chantier.
Et là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On exprime de nos voeux d'avoir une maquette BIM qui fait l'intégralité avec une vision holistique, c'est-à-dire intégralité du cycle de vie de la construction, et d'avoir une seule maquette qu'on puisse gérer depuis les études jusqu'à l'exploitation maintenance, mais on n'en est pas du tout là, quoi. Donc on en est encore à faire des DOE, au mieux, effectivement, sur l'exploitation, on va faire des DOE numériques le mieux possible pour accrocher l'exécution avec une maquette et un modèle numérique qui est le plus proche possible de la réalité. Donc il y a encore du travail, et je crois que c'est parce qu'on n'est pas parti aujourd'hui aussi de la vision métier, et de se dire que si le BIM n'est pas adopté, on va dire, par les chefs de chantier, par exemple, voilà, et si on ne part pas de leur sujet, qui est leur sujet de suivi de chantier, d'exploitation, et de cette approche métier, on va pas pouvoir l'intégrer correctement. Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu. Il y a des grands groupes aujourd'hui qui travaillent sur des plateformes numériques de projets, en partant du métier, du suivi, et où finalement la maquette numérique, le BIM, le modèle de données, est une brique d'un processus beaucoup plus global, mais qui doit englober tout le monde. Donc voilà, on a répondu à un appel à projet avec le campus des métiers, compétences et métiers d'avenir, et on se retrouve finalement avec la formation professionnelle, l'apprentissage, les CFA, les IUT, l'université de Créteil, le STP aussi, j'en oublie peut-être, pardon, mais en se disant, et ce campus des métiers, c'est aussi une façon de travailler ensemble, justement, pour adresser toute la chaîne de valeur. Et si on n'arrive pas à faire ça, et si on n'arrive pas à instaurer cette collaboration-là, qui est quand même la base du numérique, c'est quand même un échec pour l'ensemble de la filière. Donc pour aller plus vite, allons ensemble. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Alors, maintenant, si je reviens sur l'historique pour le STP, puisque vous me posez la question pour le STP, je rappelle 2004, le STP a créé le master spécialisé BIM, qui est un peu notre fer de lance, effectivement, sur le BIM. Il l'a créé en 2015. Nous avons donc formé 7 ou 8 promotions de 70 avec le NPC, avec l'école des ponts, de masteriens BIM, donc, qui ont intégré les entreprises sur des fonctions de management. On voit aujourd'hui que dans toutes nos formations, mais c'est comme dans les IUT ou c'est comme dans les CFA ici qui sont présents, et les lycées, le BIM est déployé même de façon assez importante dans toutes nos formations, que ce soit des formations de conducteurs de travaux ou nos licences professionnelles, topographie, voirie, réseau divers ou management de projet. Donc je veux dire que les jeunes sont prêts. Ils sont prêts, en tout cas, sur le BIM. Mais on peut peut-être aborder aussi d'autres sujets sur la transformation numérique, parce que dans la transformation numérique, il n'y a pas que le BIM, quoi. J'allais vous le dire, en fait. J'allais vous demander, oui, le BIM, mais voilà, et les autres outils numériques, qu'en est-il, en fait, de cette transformation numérique dans la filière? Alors, mais je crois la préparation de la filière à la transformation numérique. Alors, dans la préparation, nous, on est sur l'après-BIM, donc qu'on appelle le jumeau numérique. Bon, voilà, on voit que, et je crois qu'on est au cœur des débats, puisqu'aujourd'hui on parle de matériaux biosourcés, on parle de numérique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait le lien là, la semaine dernière, le BIM World, on était bien sur la construction bas carbone et le BIM World. Donc on voit que les deux finalement sont maintenant très proches et sont systématiquement rassemblés. En fait, je crois qu'on est sur des scénarios qui sont présentés, que ce soit par la Fédération du bâtiment, que ce soit la Fédération des travaux publics, Fédération des travaux publics Acteurs pour la planète, qui vient de publier son rapport sur la transition et sur l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050. Mais les scénarios qui sont proposés également par la Fédération du bâtiment à l'horizon 2040, je sais pas, je vous invite à les voir. En fait, il y a 5 scénarios qui ont été proposés en fonction des politiques d'aide au logement, de la situation de développement économique, et qui misent finalement sur l'évolution sur 2 piliers. Il y a le premier pilier qu'on aborde, c'est l'économie, c'est la frugalité, c'est le réemploi, l'analyse du cycle de vie, et c'est tout ce qu'on a abordé tout à l'heure dans les précédentes conférences sur le biosourcé. Et le deuxième pilier, finalement, c'est la technologie, quoi. Donc, alors, là, il y a beaucoup de promesses dans la technologie. Et donc, la promesse dans la technologie, pour nous, en lien avec le BIM, c'est le jumeau numérique. Nous travaillons actuellement sur le jumeau numérique, mais le jumeau numérique pour
alimenter un ensemble de cas d'usage et des cas d'économie, et puis des bilans carbone, des analyses de cycle de vie. Donc dans cette transition et l'adoption du numérique, on voit à travers les nouvelles, la réglementation, la RE 2020, dans le numérique, je ne vois pas aujourd'hui, donc il faut l'intégration des outils pour pouvoir répondre à des calculs dynamiques et de plus en plus présentes. Oui, la CV dynamique, c'est compliqué à calculer sans le BIM. Oui. Et puis, je voudrais dire aux entreprises et aux TPE, PME, à toutes les entreprises aujourd'hui qui sont présentes, c'est que les jeunes sont prêts. Et je les vois aujourd'hui tous sur leur smartphone, là, donc voilà. Donc les jeunes aujourd'hui n'utilisent plus leur téléphone pour téléphoner. Ils ne répondent plus au téléphone. Donc ils utilisent peut-être le SMS, peut-être pas le SMS, plutôt WhatsApp et encore d'autres choses. Et là, je commence déjà à parler différemment. Les jeunes aujourd'hui n'utilisent plus le mail. Donc voilà, renvoyer un mail, ça va être compliqué. Ou alors, bon voilà, je provoque un petit peu, quoi. Donc, et aujourd'hui, on parle de plateformes collaboratives, de plateformes numériques, ainsi de suite. Donc dans cette transition numérique, et je reviens sur l'introduction sur le BIM, la notion de collaboration, je crois que, et je provoque un peu les entrepreneurs là qui sont présents, je crois qu'il va falloir accélérer, hein. Donc mesdames, messieurs, il va falloir, je vous provoque et je vous tends la main, il va falloir vraiment accélérer, parce que cette jeune génération ne va pas comprendre qu'on leur demande de répondre au téléphone et de faire des mails peut-être demain. Voilà. Elle communique et collabore différemment, on va dire, que la génération précédente. Merci, Monsieur Cuny. Monsieur Sajou, justement, ça tombe bien. Vous êtes dirigeant d'une entreprise, GCA, donc une PME en génie climatique. Vous allez nous expliquer comment, tout d'abord, votre entreprise a amorcé sa transition numérique. Oui, tout à fait. Alors, M. Cuny me cherche gentiment, il me chatouille, et il a bien raison, parce que j'ai plein de choses à lui raconter. Donc, moi, je vais vous parler du point de vue là, de l'entrepreneur que je suis. On travaille dans le domaine du génie climatique et de l'énergie durable, donc on est un petit peu au cœur du réacteur. On participe à la construction d'écoles, de lycées, de collèges, de piscines, de théâtres, à la rénovation, à la réhabilitation de grands plateaux de bureaux, le tout sur l'Île-de-France. Et depuis qu'on a commencé ce dialogue-là et qu'on a écouté nos différents intervenants sur les tables rondes, moi, j'adhère à tout ce qui a été dit, mais je retiens particulièrement deux choses, le terme de collaboratif et le terme de sens. Alors, comment ça prend corps dans l'entreprise, ça ? Moi, ce que je peux vous dire déjà, à vous, là, les jeunes qui nous faites le plaisir d'être parmi nous, c'est qu'effectivement, dans notre entreprise, on a des ingénieurs en alternance, on a des apprentis, on a aussi des techniciens d'IUT qui aussi font des alternances chez nous, quel que soit leur niveau de collaboration dans la construction de nos ouvrages. Et je peux vous dire que quand ils arrivent dans l'entreprise, ce sont les premiers ambassadeurs, les premiers porteurs de la mise en place d'un certain nombre d'outils numériques dans l'entreprise. Et ça, c'est passionnant parce que dans une entreprise, l'entreprise d'aujourd'hui et celle de demain probablement, elle doit être profitable. Alors, elle doit être profitable pas au sens seulement du profit financier, bien que s'il n'y a pas de profit financier, il n'y a pas de salaire à la fin du mois, donc c'est un petit peu compliqué, mais elle doit être profitable aussi à la société dans son entièreté, donc participer à chaque fois qu'elle le peut à améliorer les conditions environnementales, et elle doit être profitable aussi aux collaboratifs, aux salariés qui travaillent dans l'entreprise, profitable avec un confort de travail et avec du sens. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de l'entreprise, où je me situe, à quel endroit j'interviens, et puis qu'est-ce que fait mon entreprise dans l'écosystème dans lequel elle travaille. Alors dans mon entreprise en particulier, on travaille transversalement, donc on travaille en mixant des jeunes et des moins jeunes, et sur les différentes fonctions, on travaille transversalement. Alors comment ça prend corps dans l'entreprise ? C'est la question qui m'est posée, j'y arrive. Eh ben, ça veut dire qu'on se pose la question de la profitabilité et puis on se dit quels sont les outils, et notamment donc les outils numériques, qui vont nous faciliter la vie à tous dans cette notion de profitabilité, de meilleur confort au travail, d'être plus efficace, de mettre en valeur nos savoir-faire dans l'entreprise. Et puis on s'aperçoit qu'il y a deux segments de jeu. Il y a comment on va améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc là, par exemple, on a travaillé, nous, sur l'intégration d'un logiciel d'administration, un logiciel ERP, sur lequel on a fait collaborer un certain nombre de personnes qui ont affaire à la gestion des chantiers, donc à ce qu'on appelle la gestion analytique, qui est très, très pointue.
pointu parce qu'il faut qu'on soit rentable, qu'on soit performant. Et donc, on est en train d'intégrer cet outil de gestion analytique avec une aide dont je reparlerai tout à l'heure, avec un support et un accompagnement particulier qui nous a été diligenté. Et donc, on a fait ça de façon collaborative avec les différentes personnes qui sont intéressées par cette gestion analytique. Mais toujours dans le fonctionnement de l'entreprise, il y a d'autres choses qui sont vachement intéressantes. Vous verrez quand vous serez dans des boîtes qui travaillent et qui réalisent des bâtiments sur le territoire ailleurs. Il y a un petit peu le monde du bureau, avec le bureau d'études, avec les chargés d'affaires qui font la navette entre le bureau et les chantiers, et puis les collaborateurs, compagnons, ouvriers spécialisés qui travaillent et qui réalisent sur le chantier la mise en œuvre de tout ce qu'on conçoit. Et puis il y a un problème de communication là-dedans, parce que il faut bien faire communiquer, faire circuler des informations, des plans, des levées de réserve, enfin toute la journée, il y a de la communication à faire entre le site de production et puis l'ingénierie qui va derrière et l'administration qui va derrière. Donc, toujours dans ce premier champ de fonctionnement de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est posé cette question-là, et là, on est en train de mettre en place des outils au travers de tablettes numériques qui seront disponibles sur le chantier et bien sûr au bureau pour faire circuler des informations de modifications sur le terrain. Le tuyau, là, je ne l'ai pas piqué là, puis le radiateur, tout compte fait, on n'a pas pu le mettre là, en accord avec l'architecte, on l'a posé là. On fait une photo, on renvoie ça au bureau et directement, on met les plans à jour au bureau. Ça, c'est toute la couche métier pour faire fonctionner l'entreprise. Mais vous voyez bien que quand on est, quand on est jeune, moi je suis resté très jeune dans ma tête, alors je me mets dans le camp d'en face. En tout cas, c'est assez passionnant d'avoir ces outils qui permettent d'améliorer sa productivité, son confort de travail, être beaucoup plus efficace et en fait faire fonctionner des choses où le numérique et le digital sont vraiment un outil qui amène fluidifier. Fluidifier, bien sûr. Fluidifier les échanges. Et puis après, il y a le deuxième champ, le champ de nos métiers. Alors, nos métiers dans le bâtiment sont tous différents, mais il y a la fameuse maquette BIM. Donc la maquette BIM, on avait commencé dans notre entreprise à bricoler un petit peu avec la maquette BIM parce qu'on en avait besoin à un moment donné. On en avait besoin parce qu'on avait des locaux techniques où il y avait tellement de tuyaux, on appelle ça de la tripaille dans notre métier, un énorme groupe froid derrière des gros échangeurs, dans un espace si petit qu'on ne savait pas par où on allait commencer pour déposer l'ancienne installation et en faire une nouvelle. Alors on s'est dit, là on va avoir besoin d'un outil en 3D pour nous aider à faire ça. Et là effectivement, on a un alternant qui avait un peu de savoir-faire dans ce domaine-là, qui nous a dit, mais moi si vous voulez, je craque un logiciel et puis on va le faire en 3D. Alors ça, je ne l'ai pas dit, bien sûr, c'est pas sur les écrans. Donc depuis, vous allez voir, on a beaucoup progressé. Mais du coup, on a utilisé cet outil 3D pour colorier en jaune, en vert, en rouge, en orange les différents segments et les différents circuits, ce qui nous a permis de déposer et de reposer l'installation et de leur donner en méthodologie pour permettre à nos ouvriers sur place de suivre ce calpinage en 3D. Demain, on monte le vert, après-demain, on monte l'orange, et après, on monte le jaune. Et c'est ça qui nous a permis de le faire. Et puis là, par bonheur, on a enfin un marché BIM qui est arrivé chez nous avec un énorme lycée à construire en utilisant cette fameuse maquette BIM. Et du coup, on a formé là 5 collaborateurs de notre bureau d'études sur Revit, qui est un des opérateurs qui produit les logiciels pour faire de la 3D. Et on est en train de construire notre maquette numérique. Et alors là aussi, juste en conclusion de ces différents outils, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on arrive sur des projets de bâtiments, on arrive, il faut que les murs soient construits pour qu'on commence à poser nos tuyaux, nos radiateurs, nos centrales de traitement d'air, ainsi de suite. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on dispose même d'une maquette BIM qu'on ne va pas utiliser, mais vous savez, cette maquette là qui permet de visiter en 3D l'école ou le logement, ou même chez Ikea ou Leroy Merlin, déjà de voir sa cuisine et sa salle de bain déjà construite là. On est dans cet esprit-là. Et en fait, nous, ce qu'on a toujours fait depuis qu'on a disposé de ces quelques maquettes-là, c'est qu'on a proposé à nos collaborateurs, à nos ouvriers qualifiés qui sont sur le chantier, de visiter le bâtiment avant, en virtuel. Et ça a un effet vraiment très intéressant, c'est que on vient plus simplement pour travailler dans la chaufferie le matin en mettant son bleu, son casque et en prenant son poste à souder. On sait ce qu'on fait, on sait où on a une vision globale du bâtiment et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc si je reviens sur ces deux aspects, le sens et le collaboratif,
clairement, pour que le travail soit profitable et que des jeunes gens viennent nous rejoindre dans le bâtiment avec tout l'intérêt que ça représente et qui a été largement aussi exposé dans les différentes tables rondes, il y a vraiment aussi un intérêt à cette profitabilité de travailler ensemble, à collaborer ensemble, à construire un bâtiment en mode projet, de savoir où on intervient. Et ces outils numériques sont vraiment, à quelque niveau que ce soit, très, très intéressants. La suite, je vous ai emmené là dans mon entreprise qui est juste à 10 km d'ici. On est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. On est maintenant avec des choses qu'on fait aujourd'hui. Je peux vous donner les adresses des chantiers et puis je pourrais vous montrer des plans. La suite dans laquelle on se projette, nous, maintenant, c'est de se dire aussi, en fait, ces outils numériques vont nous être utiles, toujours en quête de sens de notre empreinte environnementale, à la fois sur nos métiers. Donc, on développe maintenant une activité de smart building et de smart city. Il faut que vous sachiez que maintenant, des bâtiments comme celui-ci sont entièrement pilotés par ce qu'on appelle de la gestion technique centralisée, mais qu'avec ça, pour faire monter les stores, allumer la lumière, déclencher le chauffage, arrêter le chauffage, mettre la clim haute, la couper, ça, c'est très bien, quoi. Mais il y a un enjeu majeur aussi au niveau de l'environnement, c'est de réduire l'empreinte CO2. Réduire l'empreinte CO2, on en a parlé tout à l'heure avec cette notion d'avoir un usage étendue d'un bâtiment pour que son empreinte soit moins importante. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui à utiliser la connectivité de ces bâtiments pour les rendre plus performants, plus efficients en termes d'émissions de CO2. Et là, c'est extraordinaire parce que le coup d'après, c'est de se dire, et le coup d'après, c'est presque maintenant, c'est de se dire, à un moment donné, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments va être capable de choisir à l'instant T l'énergie la plus efficiente en termes environnementaux et en termes de prix. Ça veut dire que ce bâtiment-là, demain, on pourra plutôt lui faire le choix de fonctionner en électricité, de fonctionner avec du gaz, comme on l'a entendu tout à l'heure, des gaz verts, ou sur du réseau de chaleur. Et ça va être extraordinaire. Et déjà, aujourd'hui, quand on s'attaque à la connectivité d'un bâtiment, on arrive à réduire son empreinte énergétique d'environ 20%. C'est carrément colossal. Donc, je vous engage vraiment à réfléchir là-dessus. Là, on est à 10 km d'ici. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a cette notion vraiment avec... Il y a une question dans la salle. Il y a une Est-ce que question vous dans la embauchez? Alors, on embauche tout le temps, ouais. On embauche tout le temps, ouais. Donc voilà, je suis assez enthousiaste sur le sujet, vous l'avez compris. Et puis quand on se projette, donc je vous ai parlé des bâtiments connectés, Smart Building, Smart City, qui sont au cœur du réacteur aussi pour l'empreinte énergétique, mais aussi plus pragmatiquement sur les chantiers. On va commencer maintenant à s'intéresser au recyclage des matériaux qu'on dépose et à la fourniture de matériel qu'on pourrait acheter sur des plateformes qui proposent des matériaux qui ont été des matériels, pour nous c'est surtout des radiateurs, des lavabos, des choses comme ça qui ont été démontés sur d'autres opérations. Et puis, de toute façon, tout de suite, aujourd'hui aussi, la gestion des déchets, par exemple, on a nos chefs de chantier qui ont une application qui est générée par la Fédération française du bâtiment, qui leur permet de savoir comment ils vont trier, où ils vont aller remettre les déchets en déchetterie spécialisée. Et c'est un outil numérique, comme on le disait tout à l'heure, c'est la brique du téléphone qu'on a, outil numérique sur le smartphone. Qu'on a dans la poche. Voilà. C'est ça, sur le smartphone, justement. Sur le smartphone. Maintenant, je vais vous demander de prendre votre casquette de président de la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est et pouvez-vous nous parler des actions réalisées par la Fédération pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique? Alors oui, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, sauf que moi, je ne mets pas de casquette, je mets des casques de chantier, mais il y a 2 étiquettes, une de chaque côté. Oui, bien sûr. Alors déjà, j'avais envie de dire quelle chance on a sur notre territoire d'avoir ce site, cette cité des cartes, qui est ce que j'appelle moi la Silicon Valley en France. Et alors, du coup, M. Cuny me chatouillait un peu, mais je le chatouille un peu, ce serait pas mal que vous déménagiez en fait le STP pour vous rapprocher de nous à la cité des cartes. Je vais vous rassurer là sur ce sujet-là. Donc voilà, je dirige l'école depuis 2020 là. C'est vrai qu'en Île-de-France, moi je suis dans le Val-de-Marne, donc voilà. Je suis dans le Val-de-Marne à Cachan. J'ai fait ce choix-là d'attractivité. Alors, je suis dans l'université Paris-Est, d'accord. Ouais. Donc, oui, voilà, donc je suis à la jonction entre. Et puis entre Saclay et puis Marne-la-Vallée, le changement il se fera presque à Cachan, à Gustave-Roussy, quoi. Donc, je suis au cœur de l'écosystème de l'Île-de-France, Merci au Grand Paris. Je prends. Ce qui compte, c'est effectivement de progresser sur tous ces sujets-là. Merci. Alors, la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est,
Est, on a un programme. Nous, on a un programme qu'on a établi l'année dernière et qui est notre feuille de route. On parle de 3 choses à la FFB Île-de-France. On parle d'innovation, on parle de transversalité et on parle de terroir. Alors pour les jeunes qui sont là, terroir, ça leur parle peut-être un petit peu moins, mais entendez le mot terrain dedans, on parle de terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et puis comment on le décline en termes de transversalité, en termes d'innovation. Je remonte la pente. Sur la transversalité, clairement, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les métiers du bâtiment d'aujourd'hui et de demain travaillent en mode projet et ne travaillent pas en mode silo. Tous les différents lots, tous les différents corps de métier, toutes les différentes compétences qui interviennent dans la construction d'un bâtiment doivent travailler ensemble en mode projet, comme ça se fait dans certaines industries qui sont très performantes. Et c'est comme ça qu'on construit bien en termes de prix, en termes de qualité et en termes de délai. Donc clairement, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. L'innovation, c'est ce dont on parle ici. Et dans les actions qui sont menées par la FFB Île-de-France depuis quelques temps, une des premières actions, ça a été en collaboration avec le campus des métiers et des qualifications et aussi avec les acteurs de la Cité Descartes, de recevoir un certain nombre de start-upers qui nous ont présenté, qui ont présenté à des entreprises du bâtiment un certain nombre de projets de start-up qui touchent souvent au travers, principalement même au travers des outils digitaux et numériques, à nos métiers, à nous proposer des solutions. Donc on a un groupe innovation qui est très actif ici sur le territoire, qui met en relation effectivement des jeunes start-upers. Alors peut-être plus ennuyeux, mais beaucoup plus aussi, pour rester très, très pragmatique, tout à l'heure, Constructis, madame, nous a parlé de l'accompagnement qui a été proposé. Donc depuis 2017, la FFB Île-de-France Est, effectivement, a construit cette offre avec Constructis pour proposer à des entreprises d'avoir des consultants qui les accompagnent pour intégrer des outils numériques. Et vous l'avez compris tout à l'heure, quand je vous ai dit ce qu'on avait fait, nous, avec l'intégration de cet ERP et le déploiement de notre outil analytique, c'est grâce à ça qu'on a pu le mettre en place. On a aussi des formations actions aussi pour accompagner le développement numérique beaucoup plus là sur la partie métier. On parle de BIM. Et puis un truc qui est très intéressant, et tout à l'heure Janie vous en a parlé en 2 secondes, aussi une action de collaboration, un dispositif de collaboration d'usage et de création d'outils mise à disposition des formateurs et des enseignants. Parce que clairement, on est aussi sur des systèmes des environnements qui bougent beaucoup, et il y a besoin aussi d'avoir cet accompagnement un peu particulier. Donc voilà à peu près les 4 grands champs qui sont mis en œuvre et qui sont en vie et qui sont en grande action. Et puis bien sûr cette collaboration qui est assez extraordinaire de mon point de vue avec le campus des métiers de la qualification. Et j'en profite juste pour dire merci à Séverine, qui est une actrice incontournable du sujet. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre participation à cette table ronde. Et puis on va passer à la 3e partie de cette table ronde. Merci.